Bonjour, je suis Sylvestre Messéan. J'ai 55 ans, j'ai 3 enfants. Et je suis un ancien pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre. C'était mon rêve d'enfant. Et j'ai donc j'ai passé toutes les sélections pour devenir pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre, puisque j'avais choisi d'être dans les hélicoptères légers et en particulier dans des régiments qu'on appelle de combat. Une fois qu'on est engagé dans l'armée, on a passé d'abord des examens militaires, faire une école militaire pendant plus d'1 an, et à l'issue de l'école militaire, eh bien, on est dirigé vers les écoles qu'on appelle d'application, où là on apprend sa spécialité. Alors ça peut être conducteur de char, parachutiste, infanterie. Donc on va à l'école d'application qui est à Dax dans les Landes, et pendant plus d'1 an on passe des sélections pour avoir, et on obtient à l'issue de la formation un brevet de pilote. Votre première émotion quand vous avez reçu ce bout de papier en vous disant est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais pas l'avoir peut-être? C'est toujours un moment d'émotion parce que dans les processus de sélection de pilotes, au-delà des tests de sélection des pilotes qui sont très difficiles, l'idée c'est qu'à chaque heure de vol en école, on peut être mis dehors. On remet en cause tout le temps, toutes les choses, donc il y a des pilotes qui n'arrivent pas au bout. Ça met une pression assez importante, et si bien que dès qu'on a le brevet, à l'obtention du brevet, c'est une grosse libération, donc c'est génial, c'est un rêve qui se réalise. Un rêve qui se réalise. À partir du moment où on est engagé, qu'on est engagé dans des opérations ou qu'on est dans le service actif, on reçoit un certain nombre de médailles en fonction des événements. La médaille de la défense nationale, c'est la médaille d'argent. Ça valide des compétences techniques, ça valide une ancienneté dans l'armée. Et puis celle du Moyen-Orient, c'est la participation à la guerre du Golfe, qui m'a permis d'avoir des opérations extérieures, ce qu'on appelle les OPEX, opérations extérieures, en particulier Moyen-Orient, puisque c'était en Arabie Saoudite. Voilà, c'est toujours dans le milieu militaire, on récompense par l'intermédiaire de médailles. Et la guerre du Golfe, comment elle s'est passée? Alors, moi je suis parti dans la première opération qui s'appelait l'opération Daguet. L'opération Daguet, c'était lorsqu'il y a eu l'invasion de Saddam Hussein du Koweït en août 1990. Et puis en fin de compte, après, on a donc débarqué en Arabie Saoudite. Et on a traversé toute l'Arabie Saoudite, de Jeddah jusqu'à la frontière de l'Irak, où on s'est installé dans une cité militaire, et une cité militaire saoudienne, dans laquelle nous étions stationnés, et à partir de laquelle on a fait des missions de reconnaissance jusqu'à la frontière irakienne pour surveiller s'il n'y avait pas de blindés. On parle de tout ça, et les camarades, vous en aviez, comment ça se passait? Effectivement, quand on part en opération, on est 24 heures sur 24 ensemble. On mange ensemble, on dort ensemble, il y a des choses qui sont toujours pas agréables, ou voilà, c'est tous ensemble. Et ça donne un côté très spécifique au monde militaire, par rapport au monde civil, bien sûr. Aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp avec tous les anciens pilotes de mon stage pilote, puisqu'on a des promotions, hein, comme dans n'importe quelle école. Et on se retrouve tous autour de WhatsApp pour l'instant pour se faire des échanges. Et c'est assez amusant parce que ça date maintenant des années 80, ça commence à faire, ça fait beaucoup de temps, ça fait il y a plus de 30 ans. On peut ne pas se voir pendant 10 ans, on se revoit, c'est comme si on s'était quitté le week-end d'avant. Le souvenir le plus effrayant pour vous, ce serait quoi? Le plus effrayant, c'est chaque fois quand on manque de se cracher, puisque les pilotes d'hélico de combat, on a une spécificité par rapport aux autres pilotes dans le civil, c'est qu'on fait du vol de combat. Et le vol de combat, c'est un vol qui se fait entre 0 mètre sol et 50 mètres sol. C'est-à-dire très bas. Il y a des techniques, bien évidemment, mais on est toujours à même de pouvoir rencontrer une ligne de tension, un câble de tension, une ligne téléphonique, se cracher auprès d'un arbre, quelque chose comme ça, parce qu'on se cache derrière les arbres. Enfin, c'est tout un jeu de cache-cache avec les chars, parce que c'est des escadrilles anti-chars. Maintenant, les hélicos sont équipés de coupe-câbles pour éviter ça. Donc, c'est la vitesse de l'hélico et l'inertie fait qu'on couple, on sectionnerait le câble, mais il y a une période où il n'y en avait pas. Et effectivement, là, on peut se faire des frayeurs. Et puis la deuxième frayeur, je me souviens très bien, c'est avoir eu une fois une traversée pour aller jusqu'à Valence, et par un Mistral excessivement fort, et quand on est passé au-dessus des Cévennes et des montagnes, il y avait tellement de vent et tellement de turbulences que l'hélico faisait des vols, mais c'était assez impressionnant parce qu'on avait l'impression que tout allait péter dans l'hélico. On était deux, hein, dans les équipages, on est toujours deux en équipage, le pilote et le commandant de bord, et on a transpiré comme des malades. Là, j'avoue que là, c'était un truc, quand on s'est posé, on était content. Et les meilleurs moments, est-ce que c'est ceux qui se passent après les pires? Oui, il y a toujours des... Les meilleurs moments, c'est toujours des anecdotes sympas où on sort un petit peu du cadre. C'est lors d'une navigation, une mission, j'étais avec je me souviens très bien, avec un mécanicien, je ne vais pas le citer si jamais, mais il le sait. En France, à côté de Sète,
il y a une énorme ligne droite en bord de plage, il y a une route qui est marrante, qui est toute droite, le long de la plage. Et puis à un moment, on était en train de voler, on était assez haut en altitude, je lui ai dit tiens, tu veux qu'on rigole un peu? Il me dit bah oui. Puis on est descendu au niveau de la route. Et on s'est mis sur la route, en vol de combat. Et on était le long de la route, on s'est mis comme une voiture, j'ai dit tu vas voir, on a visé, il y avait un camion qui roulait. J'ai dit on va doubler le camion. On était à 1 mètre du sol, on roulait, et puis on a décroché sur la gauche, on a déplacé le camion, on lui a dit bonjour, il a dû nous prendre pour des dingues, et on est reparti devant, et après on est reparti. C'est pas toujours très malin, c'est même très risqué dans le sens où c'est pas autorisé, mais par contre c'est des souvenirs énormes. Et j'y pense encore, j'imagine la tête du conducteur du poids lourd qui voit arriver à sa gauche un hélico qui le double, et ça je pense que ça va être assez impressionnant. J'adore celle de l'hôpital, donc vous allez pouvoir... C'est l'hôpital? Ah oui. Oui, effectivement, oui, c'est vrai que c'est toujours pareil dans les anecdotes. Il y a des moments où on sort un peu de la mission pour se faire un peu plaisir. J'ai eu l'occasion, j'ai quitté ma mission pour aller faire un tour. Dire bonjour à mon frère qui habitait dans une tour en centre-ville. Je me suis amusé à aller le voir et je me suis mis face à la tour, et puis je suis allé de haut en bas. J'ai cherché déjà quelle tour il était, et j'avais la chance qu'il soit là. Et je me suis mis en stationnaire face à sa ville juste pour lui dire bonjour. La photo est là pour le prouver. Et puis ma mère qui était aussi également à l'hôpital Bretonneau, je suis passé la voir, tout simplement lui faire un petit coucou, et tout le monde était à la fenêtre. Ça c'est des anecdotes très sympas parce qu'on en profite, et au-delà des photos que j'ai pu faire de tous les sites sur lesquels je suis passé, des maisons d'amis, des maisons de parents que j'ai pris en photo, ça c'est vraiment sympa. Voilà, c'est des très bons souvenirs, ça. C'est des très bons souvenirs. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence entre il y a 20 ou 30 ans et maintenant, mais j'ai l'impression que c'est un monde à part. En 30 ans, ça a tellement évolué. Mais tu sais, imagine, sans smartphone, sans internet, sans GPS. Déjà, imagine ça, tu vas voir. C'est comme ce qu'on appelle nous les passages pancartes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est paumé, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Ça arrive, hein, on est en navigation, parce qu'à l'époque c'était la navigation à la carte et tout. Hein. On descend, on va sur la route, on regarde la pancarte qui montre le nom du village, c'est tout. Bah oui, il n'y a pas de GPS. C'est aussi... Non, il n'y avait pas de GPS à l'époque. Donc c'est ça qui est amusant. Non, mais on ne se rend pas compte de ça, mais il n'y a pas de GPS, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc quand on s'arrêtait dans un village, nous en mission, on ne pouvait pas téléphoner. On n'avait pas de... Non, c'est vraiment notre époque. Ça fait quoi de revenir au civil? Ça fait très bizarre. Mais ça fait très bizarre parce qu'on est dans un monde clos, très cadré, avec beaucoup d'humanité, parce que finalement, je parlais de camaraderie. Quand on parle de camaraderie dans l'armée, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Dès qu'on sort de ce milieu-là, on n'est pas désemparé, mais un peu... c'est la jungle, quoi. C'est la jungle. On voit bien que les gens se connaissent pas, il n'y a pas d'esprit de confrérie ou de camaraderie. On a beaucoup plus d'initiatives. Alors quand on n'est pas habitué à ça, à prendre des initiatives, c'est délicat. Hein. C'est pas évident, effectivement, cette période militaire, même s'il y a des moments très difficiles, ça reste un moment important dans une vie. Et je prends même pour exemple lorsqu'il existait le service national, que vous n'avez pas connu tous. Ce service national a porté, l'esprit de on met tout le monde au même niveau, tout le monde au même niveau, tout le monde dans la même galère ou dans les mêmes bonheurs, d'accord? Mais ça crée cet esprit de groupe, de solidarité qui n'existe plus aujourd'hui, dans la jeunesse, hein, je parle. Vous pouvez parler à tous les gens qui ont fait leur service national, vous verrez, tous parlent de leur ancienne expérience, même si elle a été mauvaise, parce qu'il y a cet esprit de camaraderie qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Et ça, c'est une chose aujourd'hui que je regrette aujourd'hui, cet esprit de camaraderie qu'on n'a plus du tout dans le cinéma. Ça, ce sera ma note de fin.